Alors, on va voir comment on calcule un produit de convolution. Donc, ici, on a pris le signal rectangle de largeur S. Alors, par convention, on commence par 0, puis on va aller jusqu'à n-1, ce qui nous fait au total n points. On a pris le signal à la puissance nu de n, comme c'est multiplié par l'échelon, donc vous n'avez pas la partie négative. Comme a est compris entre 0 et 1, ça va converger vers 0. Donc, ici, la valeur, c'est à la puissance 0. Donc, ici, c'est 1. Et ici, comme on n'a pas mis d'amplitude, ça signifie que aussi, là aussi, c'est 1. Produit de convolution, c'est à vous de voir. Comme il est commutatif, qu'est-ce qui est plus facile pour vous à utiliser comme expression, celle-ci ou celle-là? De toutes les façons, ça donne le même résultat. On aura l'occasion de le vérifier à travers le troisième exemple. Donc, première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'ici, vous faites une sommation par rapport à m, c'est-à-dire que l'axe des temps, ce n'est plus n, mais m. Donc, que vous choisissiez l'une ou l'autre, vous devez commencer par tracer. Donc, par exemple, ici, je vais commencer par tracer xm. Ensuite, je vais tracer h de n moins m. Sauf que je remarque donc xm, c'est le même signal. Donc, je vais avoir à tracer la même chose, sauf que je vais écrire m et je vais écrire xm. Par contre, pour le deuxième signal, comme ici, le temps, c'est m, je remarque qu'il y a un moins, ce qui signifie qu'il y a une inversion, pas que. En plus, il y a un décalage. On va voir de suite donc pour ces deux signaux. Donc, pour le premier signal ici, donc, on a écrit xm et l'axe des temps, c'est m. Donc, on voit que le signal, il est pareil, il ne change pas. Par contre, pour le deuxième signal qui est h de m, donc pareil, on a commencé, avant de tracer h de n moins m, on va le faire par étapes. Donc, on a commencé par tracer h de m, le voici. Donc, étape 1, l'inverser par rapport à quoi? Par rapport à l'axe des temps. Le voici l'axe des temps, donc je vais inverser par rapport à m. Ce qui était positif va devenir négatif. Donc, je fais mon inversion. Donc, voici h de moins m. Puisqu'il commençait à 0, il allait vers plus l'infini. Donc, il va commencer de moins, 0, mais on va aller à moins l'infini, c'est-à-dire de moins l'infini à 0. Par la suite, j'ai un décalage, toujours par rapport à l'axe des temps. Donc, si c'est un décalage par rapport à l'axe des temps, je vais donc décaler mon signal, ce décalage-là. Donc, je vais décaler par rapport à n. Maintenant que je décale, je peux me retrouver avec 3 cas. Je m'explique. Donc, je l'ai décalé. Donc, ici, ça. Donc, j'avais un signal. Ce signal, je le décale de n. Je peux le ramener ici, tout comme je pourrais le ramener de ce côté. Donc, décaler, ça veut dire translater toutes les valeurs par rapport à l'indice n. Comme si ici, c'était de moins l'infini à 0. Donc, je vais le translater de n. Donc, je vais écrire plus n. Donc, ici, plus n. Mais à l'infini auquel vous rajoutez n, c'est toujours moins l'infini. Donc, plus n, que si je prends n qui est positif, cette valeur de n, si je la considère positive, je vais me retrouver donc un décalage de ce côté-ci. Si n est négatif, je vais avoir un décalage de ce côté. Donc, vous avez minimum déjà 2 cas étudiés. Ensuite, c'est-à-dire si votre signal est fini, c'est-à-dire s'il s'arrête quelque part, si j'avais par exemple 2 signaux, moins l'infini plus l'infini, j'aurais un cas unique. Mais comme ici, j'ai 2 signaux qui sont limités dans le temps, donc je vais avoir plusieurs cas. Premier cas, là, mon premier cas, le n, mon décalage est négatif. Donc, j'écris n ici, j'ai décalé de n. Donc, toutes les valeurs, je leur ai rajouté n. Je parle par rapport à l'axe des temps, parce que le décalage ici, il se fait par rapport à l'axe des temps. Ce n'est pas un décalage en amplitude. Ça aurait été en amplitude, par exemple, j'écris xm plus une valeur, plus 6. Là, je décale vers le haut. Ici, je décale sur cet axe. Donc, n moins m, là, c'est le cas négatif, donc c'est pour n inférieur à 0. Ici, le n, alors pourquoi j'ai 2 cas? Dans les deux, c'est un cas positif. Mais pourquoi j'en ai 2? C'est parce que n ici est positif pour les deux, sauf que ici, n est compris entre 0 et n-1, alors que dans ce cas-ci, n est toujours positif, mais n est supérieur à n-1. Donc, je vais considérer les 2 cas. On va, alors rappelons quand même que c'est un produit de convolution. Donc, je suis censé calculer la somme d'un produit. Ce sont 2 signaux qui multipliés l'un par l'autre et je fais la somme. Donc, ici, je rappelle que donc, ce signal va de moins l'infini à n, n est négatif, ça veut dire que toute cette partie est nulle. Pareil pour celui-là. Celui-là, je change juste de couleur. Donc, celui-ci, il existe entre 0 et n-1, donc tout le reste, là, toute cette partie est nulle. Donc, je me retrouve à multiplier de ce côté-ci, je multiplie des valeurs qui existent par une valeur qui serait nulle, donc j'ai 0. Pareil ici, je suis en train de multiplier ces valeurs par une valeur qui est nulle. Donc, de ce côté-ci, lorsque n est négatif, en fait, je me retrouve avec une valeur y de n
qui est nul. Ici, j'ai une partie qui est commune, ça veut dire que les deux signaux se recouvrent. Ils existent dans le même intervalle de temps. Donc, je pourrais calculer cette somme. Je l'écris. Donc, j'ai y de n qui vaut somme des xm fois h de n moins m. Xm, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 1. Donc, au départ, j'écris, donc, n'oubliez pas que c'est une sommation sur m, de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, donc, ce sera une sommation toujours donc, sur m. Xm, qu'est-ce qu'il vaut? Que ce soit xm ou n. Ici, ça vaut 1. Donc, j'aurai 1 fois, que vaut h de n moins m? C'est a à la puissance n u de n. Donc, moi, je vais écrire a fois, je remplace n par n moins m. Et que vaut u de n moins m? C'est l'échelon. Donc, ici, c'est cette partie-là. Et dans cette partie-là où ça existe, ça vaut 1. Donc, je vais écrire 1. Sauf que maintenant, je vais sommer sur quel intervalle? Tant que ça existe. Alors, ces signaux-là, ils se recouvrent dans quelle partie? Celui-là, il existe entre 0 et n-1. Donc, il y en a un qui est entre 0 et n-1, puis l'autre qui existe de moins l'infini jusqu'à n. Donc, de moins l'infini jusqu'à n. Je vais les sommer dans la partie commune. Donc, cette partie commune, c'est de 0 à n. Donc, je vais écrire ici de 0 à n. Les deux signaux coexistent dans le même intervalle. Je fais ma sommation. Alors, ça me donne quoi? Ça me fait, donc, de m à 0, ça me fait a à la puissance n moins 0. Donc, a à la puissance n, plus a à la puissance pour m égale 1, ça fait n moins 1. Ensuite, plus, alors, de plus à n-2 jusqu'à arriver à la dernière valeur qui est n. Donc, plus jusqu'à arriver à n-1, ça fait à la puissance 0. Je me retrouve avec une suite géométrique dont le premier élément, c'est A0. La formulation est connue, une suite géométrique. Alors, cette suite, elle admet une somme, un tant soit peu que A, l'argument soit plus petit que A, ce qui est le cas ici, puisque A est plus petit que 1. Donc, la somme, c'est le premier élément, donc c'est A0, à la puissance 0 qui vaut 1, fois 1 moins l'argument, c'est A. Ici, on doit écrire le nombre d'éléments de la somme. Combien j'ai d'éléments ici? Je vais de 0 jusqu'à n, donc ça me fait n plus 1 élément sur 1 moins A. Donc, j'ai retrouvé, donc, dans ce cas-ci, y de n vaut, je vais l'écrire là, donc ça vaut, pour ce deuxième cas, donc y de n vaut 1 moins a à la puissance n plus 1 sur 1 moins a, que j'aurais pu écrire aussi a à la puissance n plus 1 moins 1 sur a moins 1. Je viens de faire le deuxième cas, pardon. On va faire la même chose pour le deuxième. Donc, je vais effacer, je vais juste garder cette partie-là. Donc, je vais effacer ça. Donc, on fait la même chose que tout à l'heure, la formulation ne change pas, donc c'est toujours y de n qui vaut somme des x pour m allant de moins l'infini à plus l'infini, xm de fois h n moins m. Alors, cette fois-ci, donc la formulation est la même, c'est toujours, ça vaut 1 fois exponentielle, pardon, a à la puissance n moins m fois 1, mais je regarde les bornes de la sommation. Alors, ces signaux-là, il existe de moins l'infini jusqu'à n, donc j'ai toute cette partie, alors que l'autre, il n'existe que sur cette partie. Et moi, je ne prends que la partie commune. Donc, la partie commune, ça veut dire il ne va exister que lorsque xn existe. Ça veut dire que je vais faire ma sommation de m de 0 jusqu'à n-1, puisqu'à partir de là, ici, ce signal n'existe plus. Donc, je vais faire la même chose, mais jusqu'à n-1. Je développe, comme tout à l'heure. Alors, je remplace n par 0, ça me fait a à la puissance n. Pour m égale à 1, ça fait a à la puissance n-1. Et je vais continuer jusqu'à la dernière valeur qui est n-1. Donc, ça va me donner a à la puissance n moins m, donc moins grand n plus 1. Toujours, c'est une suite géométrique dont le nombre d'éléments est, on va les compter. Alors, je fais, pour connaître le nombre d'éléments, je fais la différence plus 1. Donc, ça me fait n moins n plus 1 moins n.
à laquelle je rajoute 1. Donc, ça fait n. Alors, j'ai fait la différence. Alors, ça fait n. Oui, j'ai fait la différence dans le mauvais sens, puisque le plus grand élément, c'est celui-là. Celui-là, c'est le plus petit, puisque ça part en descendant. Donc, ça me fait n moins n plus 1, à laquelle je rajoute 1. Je simplifie le n. Ça me fait donc, ici, ça devient n moins 1 plus 1. Ça me fait n éléments. Je n'avais pas besoin de les calculer puisque je savais au départ que je comptais sur cette partie. Et là, je vais de 0 à n moins 1, ce qui me donne bien n éléments. Maintenant, comme tout à l'heure, c'est une suite géométrique. Si c'est une suite géométrique, elle admet une somme si l'argument est plus petit que 1. C'est le cas puisque A est plus petit que 1. Donc, si je dois calculer cette somme, donc, je vais écrire le plus petit élément, c'est celui-là. Donc, je vais écrire, donc c'est A, c'est toujours U0, le premier élément. Donc, c'est n moins n plus 1. Je mets 1 moins l'argument qui est A, le nombre d'éléments. On vient de voir que le nombre d'éléments, c'est n. Et je divise par 1 moins 1. Donc, je viens de trouver la deuxième expression. Donc, ça veut dire que ici, lorsque n est supérieur à n moins 1, voilà ce qu'on trouve. Tout cela, on va le voir directement dans la prochaine diapositive. On peut le vérifier. J'ai laissé... Alors, je vais essayer juste d'effacer un petit peu pour qu'on puisse le voir. Alors, on a trouvé... Je laisse juste les formules pour qu'on puisse les comparer. Premier cas, alors. Premier cas, on a bien trouvé la même expression. Et le deuxième cas, c'est bien la même expression. Alors, vous avez plusieurs moyens de vérifier que vous n'êtes pas trompé. La première chose, vous devez vérifier les intervalles. Ici, je vais de moins l'infini jusqu'à 0, là de 0 à n-1, et puis là, n est supérieur à n-1. Donc, les intervalles se recoupent. C'est-à-dire, là où je me suis arrêtée ici, c'est là où j'ai recommencé pour le deuxième et ainsi de suite. Deuxième chose qu'on peut vérifier, c'est les valeurs extrêmes. Par exemple, ici, si je dois calculer y de n-1, puisqu'il appartient à cet intervalle, celui-là, je devrais trouver la même valeur. Donc, je vais remplacer petit n par n-1 dans les deux expressions. Ici, ça me donne, donc, ça fait n-1. J'ai remplacé petit n par n-1 plus 1, moins 1 sur a moins 1. Ça me donne a à la puissance n, moins 1 sur a moins 1. Je fais pareil de ce côté. Je vais remplacer petit n par n-1. Donc, ça me donne a à la puissance n-1 moins n plus 1 que je multiplie par 1 moins a à la puissance n sur 1 moins a. Je simplifie avec moins n, ça me donne a à la puissance 0 qui vaut 1. Je vois que j'ai trouvé exactement la même expression. Il suffit juste de multiplier par moins 1 en haut et en bas. Donc, on vient de calculer le produit, un premier produit de convolution. On va en calculer un deuxième. Alors, on a le produit de convolution, donc qui est écrit de la sorte. Alors, on va rappeler donc qu'une porte qui s'écrit comme ça veut dire que donc on prend donc n paire dans ce cas-ci. Donc, ça veut dire que je vais avoir un point ici et autant d'éléments à droite que d'éléments à gauche. Donc, j'en ai pris 3, c'est bon. Donc, ici, ça va aller. On considère le cas où n est pair. Donc, j'aurai ici, alors ça c'est n moins 1 sur, alors j'ai pris n plus 1, donc ça me fait n sur 2. Et de ce côté aussi, j'ai moins n sur 2. Donc, ça fait n sur 2 plus le point qui est sur 0. Donc, j'ai au total n plus 1 point. Maintenant, on veut calculer donc cette somme. Donc, je vais écrire y de n qui va donc valoir somme dh. Je vais utiliser la deuxième, n, rappelant que c'est quand même commutatif, xm. Alors, maintenant, h, c'est la porte. Donc, au départ, j'écris m de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant que je vais remplacer par la porte, ici, son amplitude, c'est 1 sur 1 plus 1. Donc, je vais écrire 1
sur n plus 1. C'est l'amplitude que je dois écrire ici. Donc, je dois la porter ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit le signal, il y en a un, on garde tel qu'il est, l'autre, on doit l'inverser puis le décaler. Donc, celui-ci, si je dois l'inverser, il va rester pareil c'est un signal qui est pair, sauf que je vais le décaler à m. Donc, si je le décale à m, ça veut dire quoi? Je vais placer que m, puisque ça, je dois mettre, donc n moins m, il a été, alors je prends ça, c'est en même temps h de m et c'est en même temps h de moins m, puisque mon signal est pair. Je le décale de n, ça veut dire ce qui était à 0 va se retrouver à n. Donc, à n, je vais trouver ça, et je vais donc dessiner mes points. Ce qui signifie que si ça a été shifté de n, tout est shifté de n. Donc, ce point, ce sera n plus n sur 2. Et puis, ce point, ce sera donc celui-ci, n moins n sur 2. Donc, qu'est-ce que je viens de dessiner? Je viens de dessiner h de n moins m. C'est-à-dire que mon axe ici, pour les temps, c'est m. Donc, il va de n moins 1 sur 2 à n plus 1 sur 2, ce qui me donne au total n plus 1 point. Donc ici, qu'est-ce que ça vaut? Cette amplitude ici, l'amplitude que j'ai là, c'est 1 sur n plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amplitude de tous ces points, c'est 1 plus 1. Donc quand je vais remplacer, ça va me donner, c'est la somme de quoi? De 1 sur n plus 1, puisque tous les points ont pour amplitude 1 plus 1. Tout ça va être multiplié par le signal. Je vais supposer que mon signal, j'ai un signal, j'ai des valeurs. Rappelez-vous, je multiplie point par point. Comme le premier signal n'existe qu'entre moins 1 sur 2, n moins 1 sur 2 et n plus 1 sur 2, ça veut dire que toute cette partie est nulle. Donc, il va me rester juste la partie commune. Quand qui dit partie commune, ça veut dire que je vais sommer tous ces points-là en les multipliant par 1 sur n plus 1. Donc, les points, c'est xm. Et ça va se passer juste entre n moins 1 sur 2 et n plus 1 sur 2, ce qui me donne les bornes de ma sommation. Ça fait m qui vaut n moins 1 sur 2 jusqu'à m qui vaut n plus 1 sur 2. Si vous remarquez ici, j'ai décrit donc de n moins m sur 2, 1 sur m sur 2, je peux, ça c'est une constante, elle n'est pas en fonction de m, donc je peux écrire 1 sur n plus 1 fois donc la somme des x de m. Comme j'écris n moins 1 sur 2, autant écrire ici m plus n. Et je fais ma somme de moins 1 sur 2 à n plus 1 sur 2, ce qui revient exactement au même. J'ai juste ramené le m, je l'ai mis à l'intérieur. La somme, elle est de n moins 1 sur 2. Pareil ici, si je remplace m par moins 1 sur 2, ça me fait m moins 1 sur 2. C'est ce que j'avais ici. Si je remplace ici n par n sur 2, par n sur 2, donc ça va me donner m plus 1 sur 2. Voilà pour ma formulation. Si vous remarquez ici, on vient d'écrire yn. Donc en fait, chaque valeur de yn est une somme des valeurs de xm entre moins 1 sur 2 et 1 sur 2. Ça ressemble, donc je suis en train de sommer et je divise par le total. C'est exactement comme si j'étais en train de calculer une moyenne. Je somme des valeurs dans un intervalle et je divise par le nombre total de points. Donc ça revient à faire un moyen-âge. C'est l'équivalent d'un moyen-âge. Et un moyen-âge a ce qu'on appelle un effet passe-bas. En termes de filtrage, je vais l'expliciter à travers un exemple. Donc un moyen-âge, c'est, pour les fréquences, c'est un filtrage passe-bas. Parce que quand vous moyennez, par exemple, vous avez une valeur qui est là, une valeur là et une valeur là. Quand vous faites la moyenne, vous vous retrouvez avec quelque chose qui est ici. Or, les hautes fréquences, rappelez-vous que quand on dit haute fréquence, alors haute fréquence, ça c'est des hautes fréquences, vous avez une période qui est petite. Si vous avez des basses fréquences, vous avez T qui est plutôt élevé. Là, je suis en train de dessiner en fonction du temps. Donc, pourquoi on dit que c'est un filtrage passe-bas? Parce que lorsque vous allez moyenner deux valeurs, vous avez deux valeurs extrêmes ici et là, vous allez le remplacer par la moyenne, donc vous allez les remplacer par une valeur plus petite. Et si vous réitérez ce processus à chaque fois, supposons que vous aviez donc plusieurs valeurs comme ça,
Puis à chaque fois, vous êtes en train de prendre la moyenne. Donc, vous passez d'un signal qui faisait, je change juste de couleur, donc vous passez d'un signal qui faisait ça, je vais juste joindre les points, vous passez d'un signal, pardon, qui faisait ça, bon, je l'ai mal fait, attendez, je vais refaire mon dessin, donc en fait, je passe d'un signal qui faisait ça, quoique la moyenne de cela, c'est pas ça, je vais le refaire. Donc, la moyenne de ça, je vais trouver ça. Entre ces deux points, je vais trouver ça. Entre ces deux points, je vais trouver ceci. Entre celui-là, c'est ça. La moyenne entre ces deux-là, c'est ça. Et entre ces deux-là, c'est ici. Si je dois maintenant joindre les nouveaux points, donc ça me fait ça, ça, ça. Regardez ce qui se passe. Je suis passé d'un signal qui changeait fortement à un signal qui change de façon moins brusque. Donc, en fait, je suis passé de quelque chose qui fait ça vers quelque chose qui évolue plutôt comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le Moyen-Âge est l'équivalent d'un filtrage passe-pas, puisque j'ai éliminé les changements brusques. Et tout changement brusque, quand vous dites changement brusque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transition est rapide. Si la transition est rapide, c'est l'équivalent d'une période qui serait petite. Une période qui serait petite, ça veut dire que la fréquence est grande. Et pareil ici, si ça évolue lentement, ça veut dire que la période est grande, donc la fréquence est petite. Rappelons que T, c'est 1 sur F. Si vous utilisez une fréquence, par exemple la fréquence une période T0, donc la fréquence c'est F0, donc c'est 1 sur F0, l'équivalent de la période. Bien, donc ça veut dire que ce que je viens de développer, je n'ai pas exprimé Xn. Je suis en train juste d'écrire la sortie en fonction d'un filtre moyenneur. Ça s'appelle, c'est un filtre moyenneur. Le 1 sur n plus, le facteur de 1 sur n plus 1, c'est juste pour la normalisation. Vous sommez 10 valeurs, vous divisez par 10. Si vous deviez en sommer 8, vous allez diviser par 8. Ce qui fait que vous allez avoir gardé la même amplitude qu'en amplitude d'origine. C'est juste une normalisation. Donc, voilà pour cet exemple. On va voir directement son effet. On a pris ce filtre-là et on l'a programmé sous deux formes, une fois avec Python, puis une fois avec MATLAB. Donc, on peut le voir ici. Donc, regardez, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a généré un cosinus auquel on a rajouté du bruit. Ensuite, on a créé la fameuse porte. Donc, c'est 1 sur T. Voilà. Et en 1, c'est pour des 1, puisque la porte là, c'était juste les mêmes valeurs. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé la fonction qui permet de faire la convolution sous MATLAB, ça s'appelle conv. Regardez ce qu'on a obtenu comme graphique, cette histoire de basse et de haute fréquence. Alors, regardez, c'était notre cosinus avec le bruit. Le fait que là, puisque je suis en numérique, ça c'est ma porte. Voilà. J'ai pris une porte de largeur 3. Donc, la convolution de ça, voilà ce que ça a donné. En fait, on a éliminé les changements brusques, puisque moyenner une grande valeur avec une petite valeur, ça va vous donner la valeur intermédiaire. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez exactement le même programme sous Python cette fois-ci. Tous ces programmes-là, vous pouvez les trouver sur la page perso que vous trouverez dans le bloc de description. Ici, on a fait la même chose. Ça, c'est l'expression qu'on avait trouvée tout à l'heure. Ici, on a fait pareil, mais c'est un programme sous Python, mais c'est le même principe. Alors, je mets juste la notation ici. On importe au départ les bibliothèques où on va trouver les fonctions dont on va se servir. Ici, c'est tout ce qui est calcul numérique. Ici, c'est tout ce qui va nous permettre de faire des dessins. Donc, pareil, on a pris un cosinus auquel on a rajouté un bruit, rand n pour dire c'est un bruit gaussien. Pareil, c'est la même porte, voilà mon h de n qui est cette porte donc de largeur, d'amplitude 1 sur t, puis de largeur t. Donc l'amplitude c'est 1 sur t, la largeur sur t. Et on a appelé la fonction qui permet de faire la convolution. Sous MATLAB, c'était conv, sous Python, c'est convol. Mais on écrit NP parce qu'elle appartient, elle est définie dans la librairie NumPy, qui s'écrit, là on a importé la librairie NumPy et puis on a donné le nom NP juste pour raccourcir son nom pour ne pas avoir à écrire NumPy à chaque fois. Donc pareil, on a fait la convolution, puis on a tracé, comme tout à l'heure, les trois signaux, c'est-à-dire le signal original, le filtre et le signal de sortie. Et vous voyez donc, voilà mon filtre qui contient 3 points et dont l'amplitude est 0,33 puisqu'on a divisé 1 par 3. Et vous regardez, bien sûr, c'est le même effet. J'ai un effet de lissage. J'ai enlevé ce qui était
transition brusque, qui dit transition brusque dit haute fréquence. Donc, voilà pour le deuxième exemple. On va en voir un troisième. Alors, cette fois-ci, c'est... Alors, mon troisième exemple. Alors, j'efface les dessins. En fait, dans le cas où vous avez un exemple où vous avez des valeurs numériques limites, c'est-à-dire vous n'avez pas une fonction définie comme tout à l'heure, une porte, une exponentielle. Vous avez un nombre fini de points. Alors, à cette fois-ci, en fait, pour faire calculer le produit de convolution, vous allez faire un genre de multiplication à l'envers. En fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire le premier signal, de préférence le plus lent. Donc, vous allez l'écrire en haut. Ensuite, vous allez écrire le deuxième, les valeurs numériques du deuxième signal, puis vous allez faire une multiplication. Je dis à l'envers, dans le sens où on va commencer par le premier élément. Pourquoi on le fait à l'envers? Parce que n'oubliez pas que dans un produit de convolution, un premier signal s'écrit, donc je vais écrire ça en fonction de n, sauf que le deuxième, donc je vais écrire h de n moins m. Vous avez l'inversion, c'est pour ça qu'ici c'est inversé. Donc vous faites une multiplication, vous faites le décalage comme vous avez l'habitude de le faire. Donc, je multiplie 2 par 1, ça me donne 2 par 1, ensuite 2 par 2, par 2, par 3, j'écris la première ligne. Quand je vais faire la deuxième multiplication, je fais le décalage. En fait, quand je vais multiplier moins 1, je l'écris en dessous de moins 1. J'écris les valeurs. Quand je vais faire la multiplication pour 3, ben, je vais écrire le résultat en dessous de 3. Ce qui me donne ça. À la fin, je somme, je fais ma sommation et je retrouve donc mon signal de sortie. Ici, ce que j'ai mis le petit trait, c'est pour dire que c'est l'élément 0. Donc, mon élément 0 ici, pour moi, c'est 5 puisqu'il correspond au dernier élément du deuxième signal. Vous feriez pareil. Faites-le sous forme de test. Faites l'inversion, c'est-à-dire on va multiplier, c'est-à-dire écrire le premier. On va le faire pour vérifier la commutativité. Donc, je vais écrire 2 moins 1, 3. Puis, je vais écrire ici 1, 2, 2 et puis 3. Et je vais faire donc ma multiplication inversée. Première étape, je multiplie, j'écris en dessous de l'élément par lequel je multiplie, donc ça me fait 2 moins 1, 3. Je vais faire la même chose pour 2, mais je l'écris en dessous de 2. 2 fois 2, ça fait 4. Ensuite, moins 2. Ensuite, 6. Ensuite, je vais faire pareil pour celui-là, c'est les mêmes valeurs, mais je l'écris en dessous. Donc, ça me fait 4, moins 2, 6. Je vais faire pareil pour 3. 3 fois 2, ça fait, je l'écris en dessous de 3. Donc, 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Puis 3 fois 3, 9. Et je fais mon addition. Ça nous permet de vérifier qu'on disait que le produit de convolution était commutatif. Donc, ça me fait 9, puis 3. Ça me fait 10. 7 moins 2, ça fait 5. Ça fait 4 moins 1, 3. Et puis 2. J'ai bien retrouvé les mêmes valeurs. 9, 3, 10, 5, 3, 2. Voici pour les 3 exemples pour traiter un produit de convolution. La prochaine vidéo, on va parler de la stabilité et de la causalité, mais entre-temps, je vais aussi faire une vidéo pour comment calculer le produit de convolution dans le cas où c'est continu.